Bon, alors c'est la 56e revue de la semaine. Ça fait beaucoup, hein? Allez, générique. Là, je reviens de Saint-Gaudens et pour une fois, j'avais prévu de prendre l'avion, c'est la grève. Bon, je vais en dire un mot. J'ai donc pris le train. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillé, me voilà dans un super beau wagon de TGV. Je n'avais jamais encore vu cela. Alors avec tout, bien les petites prises, tout ça. Il y a même un petit miroir pour se regarder si on a besoin en cours de route. Et bon, ça a marché du tonnerre de Dieu. On est arrivé pile poil à l'heure, parfait. Mais évidemment, 5 heures de train pour revenir, et puis avant ça, 1 heure et quelque chose d'avion. L'homme politique au long cours que je suis, c'est ramasser à nouveau la sinusite, à nouveau les yeux qui piquent, et ainsi de suite. Vive la clim, il y en a partout. Et vraiment, bon, c'est épuisant. Je raconte ça d'abord parce que la semaine prochaine, je pars en Guyane. Je vais aller soutenir, dans la dernière semaine de campagne, notre candidat qui s'appelle David Riemann. J'en ai déjà parlé dans cette revue de la semaine, et vraiment tous, on a beaucoup d'espoir. Il faut dire que déjà hier soir, pour faire la réunion publique à Saint-Gaudens, c'était très enthousiasmant parce qu'il y avait plein de monde, puis on se disait est-ce que ça va marcher ou pas, vu que la semaine d'avant, il y avait déjà eu quand même 400 personnes pour venir écouter François Ruffin, et là, il y avait du monde partout, de toutes les générations, donc ça stimule. Moi, ça me recharge la batterie parce que, vu ce que je prends le reste du temps, c'est important pour moi de voir que, bon, les gens, ils ne se laissent pas duper par les saletés qui se racontent sur moi, mais ils suivent le fil du combat. Et là-bas, en Guyane, ça va être pareil, parce que David Riemann, il est bien perçu, il est bien reçu par la population. Je trouve que c'est un homme intéressant, comme notre candidat Philippe Jiménez, là-bas à Saint-Gaudens. Et la semaine qui vient, dans les 2 circonscriptions, il y a encore des réunions, des copains qui y vont pour animer des réunions, des porte-à-porte chaque samedi. Là, il y a Clémentine Autain qui descend à Saint-Gaudens. Alors, ça fait plaisir, quoi, parce que ça montre aussi aux copains qu'ils sont entourés, que cette élection elle a de l'importance pour nous. Voilà, en tout cas, nous, on aura fait campagne. Bon, maintenant, j'étais à peine debout, que voilà comment on voit les messages. Moi, j'écoute pas France Inter, parce que... et ça a commencé, première nouvelle de cette intéressante chaîne du service public, de l'information, attention, hein. Première nouvelle, hein, au début, c'est pas il se passe ceci ou cela, on a encore ramassé 100 morts dans la Méditerranée, ou je sais pas quoi, ou ce qui était à la une de pas mal de journaux, comme par exemple l'Humanité, ça aussi je vais vous en parler. Non, la première nouvelle de la journée, c'était les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors franchement, les bras nous en tombaient. On se disait, mais qu'est-ce qui leur prend? Ça fait déjà 1 semaine que cette question a été abordée par le journal Le Monde, dans des conditions qui avaient déjà provoqué notre réaction. Donc pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qui leur prend, quoi, à recommencer? Ils apportent aucun élément nouveau, hein, il n'y a rien de nouveau. 1 semaine après. Alors on entend quand même la petite musique du soi-disant rapporteur indépendant, blablabla, là, l'ancien directeur de cabinet d'un ministre socialiste. Et bon, alors il y a plein d'indications qu'il est impossible à un journaliste, déjà paresseux comme ils sont, mais en plus, ils ne peuvent pas les avoir. Donc, ils les ont grâce à ce gars. Mais c'est tout, mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Donc, comme il n'y a rien de nouveau, c'est fait pour créer un événement. Alors bon, c'est un peu gratter la tête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? On ne croit jamais que c'est pour informer. C'est pas vrai. Sinon, on l'aurait fait il y a 1 semaine, hein, quand les comptes sont sortis. Non, ils le font là. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Et puis alors après, tout d'un coup, ils disent, on vous propose de venir sur notre plateau à 13h. Venir sur leur plateau à 13h, mais qu'est-ce qui leur prend? 1, ils nous tapent, 2, ils nous disent de venir nous défendre. Ben, on a compris, ils veulent créer un événement. Le matin, ils nous couvrent debout, et puis après, vous venez à 13h, vous commencez à vous expliquer, ils ont créé l'affaire. Ils l'ont fait monter. Alors on aurait été là, en train de se gratter la tête, à chercher s'il y avait 1 euro de plus là, ou 1 euro de moins là. Surtout qu'ils ont fait ça bien, hein, avec des grosses bottes, avec des chiffres qui étaient faux. Et puis derrière, vous avez, une fois que l'artillerie lourde est passée, vous avez les petits fusils, là, les tweets de M. Apathy, la moitié de la journée. Celui-là, je ne sais pas quoi il est payé, hein, mais bon, en tout cas, des tweets, il en fait contre nous, et plusieurs autres. Donc on a compris qu'il voulait monter. Bon, on dit pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est pas des gens, c'est des gens, ils agissent, il y a toujours un intérêt à leur action. Surtout en titre numéro 1. Hein. Et évidemment, en regardant le fil d'information, on comprend pourquoi. Parce que le même jour, Marianne sort une autre affaire sur les comptes de campagne, qui est les donateurs du compte de campagne de M. Macron, et qui ont dépassé le plafond de ce qu'ils avaient le droit de donner. Et Marianne dit que la commission des comptes de campagne a fait un signalement à la justice pour ces personnes. Donc c'est quand même une info, puisqu'ils avaient tellement battu le tam-tam la semaine d'avant sur les comptes de campagne, tout d'un coup on voit une autre qui arrive, donc ils recommencent pour couvrir par le bruit que ça fait cette histoire-là. Eh bien c'est raté, parce que je redis devant vous tous qui m'écoutez, premièrement, il n'y a aucune irrégularité dans nos comptes. Nos comptes ont été validés. Deuxièmement, mon devoir n'est pas de présenter des dépenses pour être remboursées, mais de présenter toutes les dépenses. Et après, c'est la commission qui décide ce qu'elle rembourse ou pas. Troisièmement, quand la commission décide qu'elle ne rembourse pas, ça veut dire que c'est nous qui payons. Donc les sommes qui n'ont pas été remboursées seront payées, ont déjà d'ailleurs été payées, par les fonds qui avaient été rassemblés pour la campagne. Donc là-dedans, il n'y a pas une ombre d'un euro qui est passé de la poche des contribuables à quelque chose qui ne serait pas légitime, d'accord? Rien, pas un euro. Voilà. Donc toute leur affaire, elle fait pit, comme d'habitude, mais c'est de la boue et c'est intéressant de voir que de manière volontaire, le soi-disant service public s'occupe à ça, parce que c'est sur toutes les chaînes de Radio France, parce que ces gens-là, quand ils mettent en place les orgues de Staline, ça y va. Hein. Bon, voilà. Alors, donc j'ai dit ça. Ensuite, que puis-je vous dire d'autre? Il recommence avec « Oui, il a beaucoup facturé avec une association. » Ben, évidemment, ma campagne a démarré avant qu'on ait le droit d'ouvrir les comptes de campagne. Alors il dit « Et pourquoi vous n'avez pas transféré après ?» Parce qu'on avait autre chose à foutre qu'à écrire des contrats et des machins. Mais comme bientôt, vous allez avoir la publication intégrale, page par page, de tous les comptes. Vous allez pouvoir vous amuser tous, ceux que ça intéresse. Et puis comme ça, vous pourrez comparer combien étaient payés les membres de ma campagne et combien étaient payés ceux des autres. Et puis à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que nous avons dépensé moins d'argent, nous, en 14 ou 15 mois de campagne, que d'autres en 3 mois, ou que d'autres encore en 9 mois. En 3 mois, c'est pour M. Hamon, en 9 mois, c'est pour M. Macron. C'est surtout M. Macron qu'il faut regarder de près. Hein. Vous allez voir. Vous allez être drôlement édifié à ce moment-là, et vous verrez que les gens n'étaient pas payés de la même façon. Alors après, bon, évidemment, eux, ils sont là, ils font du gras, ils font du lard dans leur bureau, là. Ils ne savent pas ce que c'est que se dire je commence un combat, je ne sais pas comment ça va finir, etc. Pourquoi nos amis avaient des statuts d'auto-entrepreneurs? Mais parce qu'on ne savait même pas si la campagne irait au bout au début. Enfin, les gens, vous vous rappelez. Et puis, on ne savait pas si on serait remboursé, si même on ne sait pas quand on démarre une campagne, comme on était nous, seuls contre tous, hein, puisque tout le monde nous achetait des pierres, que j'étais candidat à cause de mon ego, que je ne sais pas quoi, que patati, que patala, et en avant que je te fais des primaires de toute la gauche, et que les communistes disent qu'ils me soutiennent, puis qu'ils ne me soutiennent plus, et qu'ils ne m'envoient pas leur signature, mais qu'ils me les envoient. Enfin, vous vous rappelez de tous ces états. C'est normal, c'était une campagne, mais nous, notre devoir, c'est de prendre des précautions quand même, pour les gens eux-mêmes. Ceux qui avaient un emploi, qui se sont mis en congé de leur emploi, bon, on n'allait pas leur demander de démissionner de leur emploi pour faire un autre contrat. Hein. On a donc choisi ce statut-là, voilà. Bon, et puis, franchement, c'est pas moi le mandataire financier, hein. Mes mandataires financiers, ils n'ont aucun intérêt personnel dans tout ça. Ils tiennent les comptes, on déclare tout, voilà, on n'a pas l'intention de faire autre chose que ça. Bon, allez, maintenant je passe à autre chose. Pendant qu'on en est aux manip, j'ai bien aimé d'apprendre que Mme Najat Vallaud-Belkacem est devenue une importante dirigeante d'un institut de sondage. Alors, bon, au moins je sais, moi ça va, parce que c'est fini, je pourrais me déclarer à la retraite. Mais pour mes amis, je leur dis, écoutez, voilà, vous pouvez, si vous ne faites plus de la politique, après vous pouvez faire des sondages, ou l'inverse. Hein. Par exemple, ça a été le cas pendant le temps où il y avait le frère de M. Philippot, qui était dans un institut de sondage. Il faisait l'analyse. Hein. Donc évidemment, bon, ça pesait quand même. Hein. Non, mais il était objectif. Hein. D'ailleurs, quand il a senti qu'il était prêt à aller faire candidat aux législatives pour le Front National, hein, il a quitté l'Institut de sondage. Là, c'est l'inverse. Mme Belkacem, elle y va maintenant. Et c'est une fille qui a beaucoup d'allant, parce qu'elle est déjà directrice de collection chez Fayard, qui est une grosse maison d'édition intéressante, qui a édité un de mes livres.
et chez qui je ne crois pas que j'éditerai avant un moment, vu qu'ils ont décidé d'éditer Mein Kampf. Alors moi, je ne veux pas être dans le même catalogue qu'Adolf Hitler. Mais bon, d'autres, ça ne les gêne pas. Alors, donc elle est là, elle fait ça, et en plus, directrice de cet institut de sondage. Bon, bah, comme on vient d'être traité très rudement cette semaine, bah, je voulais montrer que nous aussi, on était capable d'un peu de perfidie et de mauvais esprit. Hein. Bon, pour venir aux choses sérieuses, et sur le fond, je suis très impressionné par la grève d'Air France, parce que c'est la première grève offensive depuis fort longtemps. L'entreprise Air France a gagné de l'argent, elle a exposé un bénéfice de 590 millions. Quand ils parlent de bénéfice, c'est qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour en déclarer le moins possible. Bon, ça fait partie de l'optimisation fiscale, comme ils disent. Donc la boîte prend 590 millions, alors les travailleurs disent bah, « nous on a fait beaucoup de sacrifices, on s'est beaucoup tué, on a fait ce qu'on nous a dit de faire, bah maintenant on en veut un beau pour nous, c'est normal. » Alors vous avez aussitôt des gens qui sont là, qui font des grands articles. Comment? Alors que l'entreprise commence juste à aller mieux, vous voulez de l'argent, mais il faut attendre quoi? Combien mieux pour pouvoir demander de l'argent? C'est absurde. Puisqu'il y a un bénéfice, que demandent les salariés? Que ce soit partagé entre eux et les propriétaires du capital. Parce que ceux qui font voler les avions, ceux qui les nettoient, ceux qui s'occupent des gens qu'il y a dedans, ceux qui les pilotent pendant que ça vole, ce n'est pas les actionnaires, ce sont les salariés. Bon, je suis désolé de rappeler une chose qui est aussi vulgaire que celle-là, mais c'est le travail qui produit de la richesse, ce n'est pas le capital. Le capital, il fait rien. C'est juste de l'écriture. Voilà. Alors, c'est une grève intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une montée de la combativité. Et ça, il y avait déjà de nombreux indicateurs qui le montraient. Et comme vous le savez, chaque fois qu'on vous dit que ça va mieux, qu'on montre par exemple qu'il y a plus d'emplois, etc., etc., en général, ça donne un encouragement à la lutte de classe. Parce que, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lutte? C'est surtout parce que les gens ont peur. Et à partir du moment où ils n'ont plus peur, bah, il y a des luttes. Il y a des luttes pour l'emploi, il y a des luttes pour le salaire, il y a des luttes pour les conditions de travail, etc. Et ça, c'est ce que les capitalistes et le capital financier n'aiment pas. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous réciter un catéchisme d'avant, non, je vous dis la vérité. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis l'a montré. Comme le chômage baissait et que les gens ont, alors d'accord, c'est des emplois précaires, mais enfin, il y en avait plus. Le chômage baissait. Donc, comme le chômage baisse, bah, ça fait monter les salaires. Pourquoi? Parce que le gars ou la fille qui n'est pas content, il dit bah, « écoutez, vous ne voulez pas me payer plus, au revoir, je vais chez le voisin. » Bah, c'est normal, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Et donc, ça fait une poussée à la hausse des salaires. Là, elle n'avait pas encore eu lieu. Hein. Ils ont quand même déjà pris peur avant. Comme ils ont vu que le chômage baissait, alors ça leur a... Ils se sont dit « quelle catastrophe, il y a moins de gens au chômage. » Et ça a fait baisser les cours de bourse des compagnies qui ont le plus de main-d'œuvre. Voilà, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, quand vous entendez ces nouvelles et que vous les mettez les deux ensemble, vous comprenez pourquoi le système du capital financier est un système entièrement nuisible et parasitaire. Parce qu'il se gonfle du malheur qu'il crée. Il se remplit de manière abusive d'une richesse qu'il n'y a aucune raison de ne pas partager. Parce que si vous partagez entre les gens qui travaillent à Air France, ces bénéfices, je ne dis pas tout, hein, mais si vous en partagez une bonne partie pour augmenter les salaires, ben ces gens ils vont un peu mieux consommer, ils vont manger des choses un peu plus raffinées, ils vont peut-être faire des achats, bref, ils vont faire tourner le reste de l'économie. Ça, tout le monde l'a bien compris, ce mécanisme-là. Donc la grève d'Air France, elle arrive comme un signal assez joyeux, je trouve, même si les gens, évidemment, qui font grève, ils ne sont pas joyeux parce qu'ils vont perdre une journée de salaire, mais je trouve que c'est un bon indicateur. Et le pouvoir comprend que ça va devenir plus difficile pour lui. Ils vont essayer de passer la réforme de la SNCF, après un arrangement, et hop, par ordonnance aussi, pour pouvoir écrire ce qu'ils veulent, après avoir créé un effet, comment dire, juste un effet médiatique pendant quelques heures. Alors, formidable, il a lancé la réforme, il craint les grèves, et hop, il n'y a pas de grève parce que, justement, ça va passer à l'Assemblée, puis plus personne n'en parle. Et puis, comme ça, ils pensent qu'ils sont tranquilles. Moi, je crois qu'ils ont tort. Enfin, j'espère qu'ils auront tort. Nous, on fera tout ce qu'il faut, évidemment, pour participer à la mobilisation, et il y a la date du 22 mars qui a été retenue comme étant celle du rassemblement. Alors là, les gens, le 22 mars, hein, tous ceux qui peuvent, il faut aller aider. Alors, on y va, dans la rue, quelle que soit la façon d'y aller, on y va. Ça va aider. Et je pense que, d'une façon générale, les conditions sont en train de mûrir pour qu'il y ait une initiative d'ensemble.
Et il va falloir savoir la prendre, cette initiative. Je pense que nous, on ne va pas se dérober devant nos responsabilités, mais on fait attention parce que la dernière fois, vous avez eu une manœuvre de diversion pour dire ah, mais il veut prendre la place des syndicats, je ne sais pas quoi, etc. Jusqu'à ce que nous, on dise mais non, que les syndicats y aillent. Bon, le résultat, c'est qu'il ne s'est pas passé grand-chose de plus que ce que vous avez tous vu et qui fait que, bon, on a perdu à la fin de cette histoire. J'espère que cette fois-ci, on va d'abord ne pas rester dans la division syndicale et deuxièmement, que ceux qui entrent dans le combat, je pense aux syndicats qui entrent dans le combat, eh bien qu'ils ne s'enferment pas dans cette attitude de dire on ne veut pas voir la politique, on ne veut pas en entendre parler, parce que quand même, c'est la politique qui les tape. C'est un gouvernement. C'est pas le patronat directement, c'est le gouvernement, une instance politique qui fait voter des lois à l'Assemblée nationale, où votent des groupes politiques. Ils reçoivent donc des coups politiques, qui évidemment ont une signification sociale terrible pour eux, mais le point de départ et le point d'arrivée, c'est la politique. Par conséquent, je crois qu'il faut que les forces se joignent. Et il faut arrêter les petits jeux à la noix. Là, j'ai vu comment il s'appelle celui-là. Didier Leresse étant des principaux dirigeants du Parti communiste, je crois que ça doit être le numéro 2, peut-être le numéro 3, qui était cheminot avant. Moi, je l'ai bien connu quand il était à la CGT, cheminot. Et je vois dans un truc où il s'exprime, il dit « Si on a perdu sur les ordonnances, c'est à cause de Mélenchon. À cause de moi. » Bon, vous avez compris, quoi. C'est les bisbilles de parti, bon, puis on sort les petits bonhommes qui acceptent de faire n'importe quel mauvais coup. Mais c'est pas bon, ça, comme méthode. Mettez ça de côté. Et puis essayons de voir de manière positive comment on peut faire des choses, mener la lutte ensemble. Parce que, autant moi je suis contre les tripotages de sigles et de tout ça, et l'union des partis et je sais pas quoi qui fait fuir tout le monde, autant par contre, quand il s'agit de se mobiliser et de se fédérer dans l'action, alors là je suis à fond pour, avec tous ceux qui veulent. Hein. Bon, voilà. Donc les amis, on va avoir une activité sociale extrêmement dense. Si en plus on avait de bons résultats électoraux dans les deux circonscriptions, celle de la Haute-Garonne à Saint-Gaudens et celle en Guyane, alors évidemment ce serait parfait parce qu'on aurait coup double. On aurait réussi une mobilisation sociale et réussi une mobilisation politique. Ça veut dire qu'on reprendrait la main. Bon, et c'est ce à quoi on travaille, nous les insoumis, on fait que ça. Hein. Je vous garantis qu'on mouille la chemise, hein. On court partout, on fait des choses pour que ces mobilisations aient lieu, pour que ces batailles aient lieu. Et puis c'est vrai que sur le terrain, en tout cas pour les élections, on n'a pas vu grand monde. Alors ça m'amène à un autre sujet que j'ai trouvé super intéressant dans cette ambiance de remobilisation. D'abord, c'est une opération qu'ils ont fait dans la Somme. Alors c'est notre ami François Ruffin qui nous en a parlé, qui nous a montré tout ça. Il y a eu un peu de presse sur le sujet. Ils ont fait une super action, tous. Ça s'appelle la nuit des écoles. Et donc pendant une nuit, ils occupent les écoles pour protester contre les fermetures de classes ou les fermetures d'écoles. Et vous savez qu'à chaque fois qu'on pose la question ici au ministre Blanquer, le ministre Blanquer, il dit « c'est pas vrai, il y aura plus de professeurs devant les élèves qu'il y en avait avant », et il refait le même numéro en disant « il y en aura plus, il y en aura plus », ce qui n'est pas vrai. Parce que, en effet, dans les classes où ils ont doublé le nombre de profs, il y aura en effet le double de profs qu'il y avait avant. Mais comme ces profs-là, ils ont été pris ailleurs, et notamment, par exemple, dans les petites sections de maternelle, le résultat, c'est que certaines sections auront disparu et d'autres seront mieux encadrées. Mais au total, ce n'est pas vrai, il n'y aura pas plus de monde devant les élèves. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas que dans le primaire, dans l'enseignement professionnel, je l'ai entendu l'autre jour, c'est vraiment un exercice de novlangue, nous allons protéger l'enseignement professionnel aux abris quand ils veulent protéger quelque chose. Il y aura 1000 profs de moins à la rentrée de 2018. Ils sont en train de détruire cet appareil de formation publique, formation professionnelle publique, pour transformer tout ça en marchandises. Vous connaissez la musique, il faudra payer pour avoir ces diplômes. Alors, dans cette ambiance, je trouve que la nuit des écoles, c'est une très bonne idée. Et on m'a dit qu'il y avait d'autres endroits où les gens commençaient aussi à organiser des nuits des écoles. Eh bien, je dis aux insoumis qui m'écoutent, dans votre département, essayez d'organiser une nuit des écoles, si vous-même vous avez des enfants à l'école, ou si vous êtes dans une école où il y a une fermeture de classe, ou s'il y a une fermeture d'école, faites ça, parce que c'est une bonne idée. Et si vous le faites, eh bien, ça permettra de changer le cap, parce que ce pouvoir n'est pas fort, ne croyez pas ça. Hein. Si vous êtes bien mobilisé et qui vous voit mobiliser, il recule.
Il commence par dire des phrases et des mots, puis après, bon, il faut autre chose, ou il passe à un autre sujet, mais vous pouvez le faire reculer. Ce n'est pas un pouvoir fort que vous avez devant vous, c'est un pouvoir audacieux, c'est pas pareil. Hein. C'est quelqu'un qui vient, boum, il vous pousse, il vous prend votre portefeuille et il s'en va. Voilà, c'est ça. Mais si vous lui attrapez la main et vous lui dites alors, c'est quoi ton problème? Non, 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 c'était juste pour avoir l'heure, etc. Vous voyez? Donc, moi, je vous invite à vous mobiliser et à utiliser cette méthode de la nuit des écoles, parce que c'est sympa, tout le monde s'y met. C'est le soir, donc on ne perd pas de paye. C'est le soir, donc on ne perturbe pas la vie de l'école. Hein. Après tout, c'est nos gosses qui sont là-dedans. Donc c'est une bonne idée, c'est une idée originale. Alors on peut faire un banquet dans l'école si on veut, ou devant, hein. Enfin dedans, c'est mieux, c'est chaud. Voilà, et ça serait une bonne idée. Et en ce moment, il y a beaucoup d'initiatives. Regardez, là j'ai le journal L'Humanité. C'est le journal de jeudi 22 février. Ils ont mis en gros, alors eux, c'est une information, eux ils s'intéressent à l'actualité, c'est pas comme France Inter. Hein. France Inter, il fait la guerre de la propagande de Macron. Mais eux, ils s'intéressent à l'actualité, à l'UMA. Vous pouvez l'acheter le matin, l'UMA. Alors des fois, il y a aussi des articles qui ne sont pas très agréables pour nous, mais bon, on s'en fout. 2 € et vous apprenez quand même ce qui se passe. Et là, vous apprenez qu'il y a 40 maires de la Nièvre qui ont démissionné parce qu'ils en ont ras-le-bol. Voilà. Ils ont beau dire, ils ont beau faire, on n'écoute pas ce qu'ils disent. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on supprime les urgences dans leur coin. Et ils ont fait le compte, quelqu'un qui part de chez nous, il lui faut 40, 50 minutes pour arriver aux urgences. Bah, il y a intérêt que ça soit pas trop grave. En général, on ne va pas aux urgences pour passer le temps. Hein. Bon. Des fois, on y va tout simplement parce qu'il n'y a rien d'autre. Où voulez-vous aller? On ne peut pas voir un to-be, on ne peut pas voir, on est reçu nulle part. Alors bon, on va aux urgences. Dans les urgences, il y a comme ça des gens qui normalement auraient dû être accueillis ailleurs. Bon, ça, c'est comme ça. Mais le reste du temps, non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens abusent pas d'aucune façon. Alors je ne dis pas que les autres abusent, hein, mais ils vont là parce qu'il y a vraiment un besoin. Bah, il y a le temps d'être mort, hein, le temps d'arriver là. Alors ils disent, mais les gens qui viennent dans nos territoires, ils posent des questions. Dans la Nièvre, bon, vous avez beaucoup de gens qui veulent prendre leur retraite dans la Nièvre, parce que c'est un coin sympa, c'est tranquille, c'est la campagne, bon, bah, puis ça fait de la vie. Puis vous avez aussi les jeunes couples. Hein. Bon, alors il dit, tiens, dans la Nièvre, pour l'instant, l'immobilier, il n'est pas trop cher, on va aller là-bas, et puis on va s'y installer avec nos gosses, et on va les éduquer là, bon, tout va bien. Mais si on leur dit, oui, ben, enfin bon, si le gamin, il a un problème parce qu'il est tombé de la mobilette, ou parce qu'il a un problème de santé quelconque, vous vous en prenez pour 40 à 45 minutes pour aller aux urgences, ah, les gens disent non, 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 ah non, non, ça on ne peut pas prendre de risques. Donc ils ont compris, les maires, qu'une mesure qui a l'air d'avoir rien à voir avec eux, la fermeture d'un service d'urgence, c'est une conséquence catastrophique pour la vie même de ces villes et villages. Voilà, bon. Alors, j'ai trouvé que ça aussi, c'était une initiative audacieuse. Et il y en a comme ça un petit peu partout dans le pays. Et il y a plein de gens qui relèvent la tête. Par exemple, vous voyez, sur l'histoire de l'immigration. On parle là des gens qui arrivent dans les bateaux, qui se noient dans la Méditerranée, ou qui, bon, soit dit par parenthèse, il en arrive beaucoup, mais la plupart se retrouvent en Italie. Hein. Ce n'est pas les Français hein, qui sont sur la ligne de front. Et ce n'est pas non plus une bonne méthode que de laisser les Italiens se débrouiller avec, hein, ou les Grecs. Bon. Mais en attendant, ce que je trouve intéressant, c'est que se multiplient les initiatives de gens qui disent « Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi ces gens sont là. » Ou plus exactement, je le sais. C'est parce que c'est la guerre chez eux, ou parce que c'est la ruine à cause des accords que l'Europe a avec leur pays, ou que des causes politiques. Alors, c'est des gens, ils réfléchissent avec leur cœur. Ils disent « Moi, je ne veux pas laisser un mineur isolé dans le froid. Moi, je ne veux pas laisser quelqu'un sans un toit sur la tête. Moi, ça me fait de la peine. Si je vois quelqu'un qui n'a pas à manger, je veux l'aider. Hein. » Et ils le font. Eh ben, c'est bien. Et partout, ça relève la tête. Partout. Ça relève la tête au point qu'il y a un problème aujourd'hui dans le groupe à l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire. Et le président de l'Assemblée, M. De Rugy, qui est un homme extrêmement autoritaire, a beau faire pression sur le groupe majoritaire pour obtenir de lui qu'il ne marche pas, eh ben, il n'y arrive pas. Parce que, même parmi la République En Marche, il y a des gens qui disent « Moi, je ne suis pas d'accord pour voter une loi pareille, bon, qui est une loi qui est cruelle, qui ne sert à rien en plus, hein, contre ces pauvres gens. » Et là, j'ai adoré, je veux le montrer, cette une du journal La Croix. Moi, je lis La Croix de temps à autre, parce que je trouve qu'il y a des bons débats.
Et c'est pas un journal haineux, quoi. Hein. Vous voyez, c'est pas... bon, je ne vais pas dire d'autres titres, je vais encore me fâcher avec plein de gens. Mais c'est un journal tranquille. Et quand ils font des dossiers, ça va un petit peu au fond. Alors, eux, ils font la une là-dessus. Alors, bon, normalement, eux, ils sont du côté des pauvres et des humiliés, mais là, ils proposent de penser le problème de l'immigration, d'y réfléchir. Et je trouve que c'est très positif, parce que, bon, c'est pas un journal d'opposition populaire, hein, La Croix, mais quand même, je trouve que c'est bien que tout le monde réfléchisse au lieu de se laisser emballer par la peur, la haine, des choses comme ça. Parce que en matière de bêtises, il y en a eu quelques-unes cette semaine. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce gars qui est un député de La République En Marche. Il y en a plein, bon, c'est tous les mêmes, mais bon, quand même. La plupart, bon, ils sont un peu à l'ouest. Mais il y en a quelques-uns, mon Dieu, c'est des rudes, hein. Alors, ils vont à la télé dire oui, comment ça se fait, les chômeurs qui vont en vacances aux Bahamas, ce vieux truc. Écoutez, quand j'avais 20 ans, je l'entendais déjà, cet argument, truc de réac absolu, qui ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, qui croit la dernière bêtise qu'il a entendue au comptoir du café, enfin bon. Et alors, il y en a un comme ça, au milieu de toutes ces bêtises qui se disaient, toujours les mêmes, hein, les bêtises, c'est des bêtises de mépris pour le peuple, de morgue de classe. Hein. Et il y en a un comme ça qui a dit « Ouais, bah, de toute façon, il faut arrêter de faire des histoires parce qu'en région parisienne, hein, il n'y a que 50 personnes qui n'ont pas été hébergées parmi les 100 domiciles fixes. Que 50. Et puis il y en a un autre qui est passé derrière et qui a dit « Et en plus, ces 50-là, ils préfèrent être dans la rue. » Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand la question a été posée par Caténas à une question d'actualité au gouvernement, le ministre avait pris son air terrible, avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur, blablabla, bla, 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 d'accord hein ?» Et puis il avait dit « Oui, cette femme dont vous parlez qui est morte, elle a été contactée par le SAMU, elle a été contactée par... mais elle n'a pas voulu être hébergée. » Autrement dit, cette femme, elle est morte et c'est de sa faute. Voilà ce que ce type avait osé dire. Et aussitôt, tous les députés de La République En Marche, qui oublient de quoi on parle, ils sont juste contents parce qu'ils ont l'impression que c'est une bonne répartie qui a été faite à mon camarade Caténas, puis ça leur fait trop plaisir de claquer le bec à Caténas, qui n'est pas à la portée de tout le monde, et pas à la portée de celui qui a fait cette déclaration stupide. Parce qu'entre-temps, eh ben, il y en a qui ont fait le compte. Et j'ai lu dans le journal Le Monde, Paris compte au moins 50 personnes, 51, 52, non, 3624 personnes sans abri. Hein. Alors, j'aimerais bien que vous alliez mettre sur le courrier du député, parce qu'il est à l'Assemblée nationale, on a tous une boîte, hein, lui mettre « Monsieur, vous êtes trompé, il n'y a pas 50 personnes, mais 3600. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les loger hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Macron pour dire que c'est un échec, ou bien vous pensez que c'est une réussite, votre politique en la matière ?» Voilà, moi je vous dis tout ça parce qu'il faut apprendre à résister à la pente qui est de rendre les pauvres responsables de leur pauvreté, les chômeurs responsables de leur chômage, et ainsi de suite. Parce que c'est comme ça que les puissants arrivent à se débarrasser des problèmes populaires, hein, en disant bah, c'est de leur faute. Voilà. Et il se passe dans ce pays une chose, j'espère que vous vous en rendez compte, parce que vous pourrez combattre contre, vous pourrez avec vos bulletins de vote dire que vous n'êtes pas d'accord pour que la France, ça soit ça. Vous n'êtes pas d'accord pour que les bien portants s'isolent entre eux et ne regardent pas les autres. Que vous n'êtes pas d'accord pour voir un Gugus comme celui qui a dit que oui, ah bah tiens, c'est un gars de BFM. Alors il dit oui, ça coûte 1000 € par Français, la SNCF, y compris ceux qui ne prennent pas le train, alors qu'il n'y a que 2% qui prennent le train. Quelle bêtise, c'est comme si on disait les enfants, ça coûte cher pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Bah oui, mais les enfants, ils sont à tout le monde, d'une certaine manière. C'est notre pays. Hein, c'est ça, ça s'appelle le service public. On s'occupe de tout le monde. Mais ces gens, avec leurs petits comptes, ils arrivent à détruire tout autour d'eux. Et puis, les braves gens, bah, ils se disent ouais, ça doit être vrai. Ah ben tiens, j'y avais pas pensé comme ça. Ben forcément, puis ça sert à rien que tu penses comme ça. Hein, ça sert à rien. Parce que tu n'apprends rien en pensant comme ça. Mais si tu te demandes comment tu peux faire pour que ça marche, pour que ça fonctionne, pour que les gosses soient bien accueillis, pour que les trains roulent, etc., alors là oui, tu te poses des bonnes questions et tu finis par trouver les bonnes réponses. Ce matin, j'ai vu dans mon fil d'actualité, il y avait une histoire d'une ligne de chemin de fer au Japon. Hein, c'est un train qui passe, c'est pour une personne. Sérieux? Une personne qui monte dans le train, il n'y a personne d'autre. Mais c'est une étudiante. Alors elle va à la fac comme ça, et sinon elle ne pourra pas y aller. Alors les gars ont dit, ah bah, eh ben d'accord, voilà. Alors je ne vous dis pas qu'il faut faire comme ça partout, mais
entre faire comme ça et faire comme M. Spinetta, qui est un homme très intéressant, parce qu'il a déjà fait un maximum de mal à Air France, également à Areva, et maintenant ils lui ont demandé son avis sur la SNCF, c'est clair que ça va être des dégâts. Mais, je vous le disais, il compte fermer 9000 km de voies ferrées. 9000 km. Alors, de deux choses l'une, où la France s'est transformée en un désert, il n'y a plus personne, donc il n'y a pas besoin de voies de chemin de fer, soit les gens sont toujours là. Et on voudrait qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent tous au même endroit, hein, les grandes métropoles, etc. C'est peut-être ça le plan numéro 1. Et puis le plan B, c'est, et si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à monter dans votre voiture. Et puis si vous n'en avez pas, bah, vous n'avez qu'à rester chez vous. Voilà. C'est ça les raisonnements à la noix, à 2 balles, de tous ces grands stratèges et grands soi-disant économistes. Bon, alors maintenant, autre chose. Ce matin à Bure, il y avait, Bure, vous ne savez pas où c'est, alors bon, c'est dans l'est du pays, c'est un village, il y a 82 habitants. Alors, il y en a qui se sont dit, ouh, il n'y a que 82 habitants, très bien, on va mettre nos poubelles là. Comme ça, il n'y aura pas grand monde pour protester. Mais quelles poubelles? Les poubelles nucléaires. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on ne sait plus quoi faire des déchets nucléaires. Vous savez, ils vous disent on est indépendant, c'est l'électricité la moins chère, blabla, c'est pas vrai. Ils ont un problème depuis le début, ils ne savent pas quoi faire des déchets. Alors on les traite, on les met en tas. Mais au bout d'un moment, même le tas, il est trop haut. Donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Il y a longtemps qu'ils se posent la question et qu'il y a des débats où ils disent des choses d'une intelligence remarquable. Moi, j'ai assisté à un débat parlementaire au Sénat où il y avait un gars qui avait proposé qu'on jette tout dans la mer, parce qu'après tout, dans la mer, bah, voilà, ça refroidissait les déchets. Il fallait le trouver. Et donc, ils ont cherché où c'est qu'ils pouvaient en mettre. Pouf, à Bure. On creuse un trou et on le met au fond. Ah bah, au bout d'un moment, les gens disent, mais ça commence à faire beaucoup dans ce coin. Il y a des centrales nucléaires tout autour, et en plus, vous mettez la poubelle au milieu. Eh bien, on n'est pas d'accord. Et surtout, ils disent, mais quelle garantie vous avez que pendant les 10 000 prochaines années, il ne va rien se passer là, sous terre? Parce que, comme c'est des déchets et que vous les mettez sous terre, s'il y a un problème, il va falloir aller les chercher sous terre. Ce n'est pas la solution la plus facile. Et là-dessus, il y a eu des enquêtes qui ont montré que, premièrement, les décisions qui avaient été prises n'étaient pas exemptes de reproches, on veut dire. Il y a des recours en justice de toutes sortes, sur les travaux eux-mêmes, sur le fait qu'ils décident d'abattre la forêt qu'il y a au-dessus, sur ceci, sur cela. Il y a des recours judiciaires. C'est pas moi qui ai décidé ça, mais c'est comme ça. Voilà. Puis en démocratie, bah, la justice vient avant les policiers. Pas l'inverse, pas les policiers d'abord, la justice après. Là, ce matin, les gendarmes d'abord, c'est une action militaire. Les gendarmes, c'est des militaires. Hein. Ils auraient demandé eux, mais on leur a dit de le faire, ils l'ont fait. 500 pour expulser 30 personnes qui se trouvaient là à occuper le site. Et ils font ça juste au moment où passe un secrétaire d'État. Et là a lieu l'action militaire pour déloger les gens qui s'y trouvaient. Donc on réfléchit. Pourquoi ils font ça? Il y a encore des recours en justice. Pourquoi ils envoient les gendarmes? Alors, il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, un coup tordu entre ministres. C'est-à-dire, il y en a un qui y va, et l'autre, pouf, il envoie la maréchaussée pour qu'il y ait un bel incident, et le déplacement du ministre porte-parole du gouvernement, il est pourri sur toute la ligne pour toute la journée. Donc l'autre, il faut qu'il se débrouille à raconter quelque chose. Donc ça peut être un règlement de compte entre ministres. Le règlement de compte étant peut-être fait pour taper Hulot. Hein, c'est des coups de billard à 3 bandes, ça existe. Quelqu'un dans le gouvernement dit, ça va, Hulot, je l'ai assez vu, ponk, on lui envoie l'histoire. Pourquoi Hulot et Bure? Ben parce que il se trouve que quand Hulot était militant sur le terrain, il est allé à Bure pendant des années, puis il avait fait une photo, il a une pancarte où il dit qu'il est contre le dépôt, et il disait lui-même, on ne peut pas quand même mettre comme ça une poubelle pour 10 000 ans sans discuter avec les gens qu'il y a autour, puis voir s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Alors, celui qui envoie la maréchaussée en même temps que le porte-parole du gouvernement, il est certain d'obtenir un clash, et d'ailleurs il l'a obtenu. Puisque nous, on a ressorti la photo, Mathilde Panot. On s'est réparti le travail comme ça. Tous ceux qui pouvaient rappliquer sur le site pour aider les gens. Nous, on a passé l'info dans les Insoumis, je ne sais pas combien il y en a eu, mais en tout cas, par exemple, il y avait Caroline Fiat, qui est députée d'une circonscription voisine, et qui est membre de notre groupe, c'est une députée insoumise. Elle y a été. Et puis, pendant ce temps-là, ici à l'Assemblée, il y avait Mathilde Panot, qui avait une question à poser au gouvernement. Toc, elle pose sa question, et elle sort la photo. Regardez cette photographie que je vous ai apportée. Les militants de Bure, vous voyez au moment où elle a été prise, comme je vous vois aujourd'hui. Je ne vous reconnais plus. Vous ne pouvez pas continuer à faire l'autruche, monsieur le ministre.
Donc il y a un gars, il y a des stratèges là-dedans, hein, qui s'est dit, pour taper Hulot, il n'y a rien au-dessus que d'envoyer des gendarmes le jour où Hulot va être à l'Assemblée pour répondre à des questions sur le nucléaire. Vous avez compris les gens? Le jour où il savait qu'il serait à l'Assemblée pour répondre à des questions sur le nucléaire. C'est le jour qu'ils choisissent pour envoyer la maréchaussée et le porte-parole du gouvernement. Une fois que le gars est là-bas, il faut bien qu'il dise quelque chose. Donc le voilà en train d'expliquer qu'il n'y a rien au-dessus de l'intervention militaire, que c'est ça qu'il faut faire et que blabli et que blabla. Sauf que les gens du coin, eux, alors ça ne leur plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que non seulement ils n'étaient déjà pas contents qu'on leur mette la poubelle chez eux, mais en plus ils découvrent que le conditionnement des produits, bon, ils les mettent, il y a des endroits, ils les mettent, il y a certains produits qui sont emballés dans un truc en goudron, quoi, on va dire, pour résumer. Hein. Mais comme le matériau qu'il y a dedans, il est chaud, il a une capacité pour auto-incendier les colis. Et quand bien même il ne le ferait pas, que si le feu arrive par l'extérieur, ça prend à l'emballage. Et donc les gens qui sont dans le coin, ils se retrouvent avec des trucs qui brûlent sous terre et qui fument dans l'air, évidemment. Évidemment. Donc ils n'en veulent pas. Et moi je les comprends, parce que ce serait à côté de chez moi, je ferais pareil. Et d'ailleurs, je ne suis pas à côté de chez eux et je suis d'accord avec eux. Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi qui raisonnent comme ça. Alors vous avez vu, c'était la journée des coups tordus. Le matin, France Inter qui me tape avec l'histoire des comptes de campagne, qui est une histoire qui a plus d'une semaine. Il faut faire diversion. Au milieu de journée, coup tordu entre ministres pour pourrir la vie à Hulot ou pour faire une démonstration de force qui, honnêtement, ne va rien régler du tout, hein, parce que je vous annonce que ceux qui sont partis vont revenir, hein, évidemment. Évidemment, personne ne partira jamais de là. C'est clair? Personne. Bref, c'est donc été la grande journée, ce jeudi, les coups tordus. Et moi, comme je finis par devenir méfiant, quand je vois qu'on me tape dès 8 h du matin, je me dis, quel est ce jour, le 21 février? Ah oui, c'est les 100 ans de l'anniversaire du manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Bon, ça ne doit pas être ça le sujet. Parce que c'est tels ignorants qui ne le savent même pas. Et puis ça ne les intéresse pas. Hein. Ben oui, c'est le jour où sort le film L'Insoumis. Donc, comme il y a un film où il paraît que j'ai l'air sympa, moi je ne peux pas juger, moi je suis à la fois le personnage et le spectateur. Mais enfin, c'est un film qui n'est pas méchant. Il montre... c'est un film, c'est pas un documentaire. Si c'était un documentaire, j'aurais peut-être des critiques à faire, parce que je dirais, on ne voit pas, par exemple, le grand choc de ligne qui a eu lieu dans cette élection entre ceux qui voulaient rassembler la gauche, ceux qui voulaient fédérer le peuple, etc. Mais Gilles Pérez, ce n'était pas son sujet. Son sujet, c'était quelqu'un qui représente un courant qui est mondial, hein, de mise en cause du système de notre époque, et qui obtient presque 20% dans un des pays essentiels du centre, du cœur du capitalisme mondial. Bon, c'est ça qui l'intéresse. Qui est ce type? En l'occurrence, c'est moi. Moi, je ne peux pas savoir comment il va me regarder, et puis quand je vois le film, je ne peux pas donner un avis, c'est moi. Bon, donc, mais quand même, alors on m'a dit, j'ai vu dans Mediapart qui disait un film serein qui montre un Mélenchon serein. Bon, voilà. Dans le film, moi, je n'ai pas été tout le temps serein, je le reconnais. D'ailleurs, on voit dans le film, à un moment donné, je suis agressé par M. Cohen. C'était un journaliste de France Inter, dont il s'est fait virer, il est passé à Europe. Bon, ça n'a pas donné un bien gros résultat, parce qu'Europe a continué à plonger. Et on a vu que ce qui faisait l'audience de France Inter, c'était pas les journalistes, c'est les auditeurs. Hein, bah oui. En tout cas, là, il m'avait traité d'une manière honteuse. Et puis, il y avait Madame Lapix qui présentait cette émission, qui depuis est devenue la présentatrice du journal de 20 h, dès le succès de Macron. Donc, tous ces gens-là étaient dans une ambiance favorable au pouvoir. Et j'avais été très maltraité. On me voit dans le film. C'est pas moi qui ai choisi ça. Moi, je leur ai pas montré cette scène. Mais on voit que je suis meurtri. Alors, ils adorent ça, les requins, pauvres requins, qui est du goût du sang, vous voyez. Alors, on me voit, puis à un moment donné, je dis « Ah, les salauds !» C'est plus fort que moi, tout le monde parle comme ça. Hein. Mais moi, j'étais filmé, je ne j'allais pas faire semblant, je savais même pas qu'on me filmait. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont mis dans tout un tas de trucs? Le film de Mélenchon, 2 points, les journalistes sont des salauds. Eh bien, oui, ils peuvent faire ça. Les journalistes parlent de quoi? Des journalistes. Et les médias de quoi? Ils parlent des médias, voilà. Ça, c'est la presse. Alors nous, quand même, on est malins, on sait reconnaître qui fait quoi. C'est des petites infos. C'est des boîtes, je veux dire, c'est des entreprises dites d'information qui fabriquent des petites informations avec des titres très accrocheurs, où on met dedans les noms qui accrochent dans l'actualité.
Et ça met 4-5 lignes. Alors là, ils mettent 4-5 lignes. Il le dit dans le cadre du film L'Insoumis, gna 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 gna, enfin, il y a 3-4 mots, mais le titre qui compte, c'est Mélenchon, les salauds, etc. Et ce sont des entreprises. Donc, quand vous lisez un article, il faut que vous sachiez que ça peut être soit un journaliste, donc la qualité n'y est pas souvent, soit un robot. Par exemple, les résultats électoraux sont analysés par des robots. Vous croyez que vous lisez un article, mais ce n'est pas un article, c'est le robot qui l'a écrit. Ça, c'est vrai pour les résultats électoraux et pour certains résultats sportifs. Hein. Soit c'est une entreprise qui vend à des journaux, qui achètent pour tant de jours et qui choisit dans les paquets de petits trucs qui leur arrivent des super brèves qui mettent un peu partout. Voilà. Peut-être que j'aurais fait ce métier-là, moi, parce que je connais bien la mentalité des gens qui animent les médias. Ils adorent les petits trucs croustillants, ça fait comme des apéritifs, vous voyez, ça vous attire. Vous voyez mon nom, soit vous me détestez, vous dites qu'est-ce qu'il a encore fait, soit vous m'aimez bien, vous dites le pauvre, qu'est-ce qu'il y a. Ou alors vous êtes juste Pavlov, quoi, c'est-à-dire vous voyez mon nom, bon, vous réagissez, un peu comme Jean-Michel Apathy qui envoie chaque jour 1, 2 ou 3 tweets à mon sujet. Hein. Apathy, c'est un gars qui travaille à France Info. Avant, il était à RTL, il n'en voulait plus. Alors il a été là. Et France Info, c'est à la fois une radio et une télévision du service public. C'est vous dire que... Enfin, vous savez quoi, c'est pas la peine d'y revenir. Bon, les gens, voilà, je vous ai à peu près raconté tout ce que j'avais envie de vous dire. Maintenant, je vous rappelle que si vous mettez des petits pouces bleus, ça encourage et ça nous met dans les tendances. Et puis, si vous découvrez cette émission et que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que quand vous vous abonnez, ben, nous, ça nous donne... du cœur à l'ouvrage, ça nous fait plaisir, ça montre que ce qu'on fait bon, intéresse et est suivi. Alors il y en a au moins 2 à qui ça donne du courage, moi qui fais ça toutes les semaines, et de l'autre côté de la caméra, c'est Antoine qui lui ensuite découpe, enlève les fois où je me suis trompé, les fois où j'ai éclaté de rire, les coups où je me suis gratté le nez, et les fois où je me laisse aller à, comment dire, être un peu trop mordant. Donc on recommence pour faire plus lisse. Hein. Bon, nous, on s'amuse un peu quand même hein, en le faisant. On espère que vous vous amusez aussi un peu en le regardant, parce que même les choses sérieuses peuvent être reçues, dites et pensées avec humour. Allez, à bientôt.